Donc on commence par la notion de liberté. Bon, la notion de liberté, ça va pas être bien long puisque ça consiste simplement à faire ce qu'on veut. Voilà. Bon, en fait, c'est pas si bête de se servir de cette notion de volonté parce que ça a au moins l'intérêt de distinguer nettement des situations où nous ne sommes pas libres. Notamment, par exemple, lorsque nous agissons conformément à des contraintes extérieures. Par exemple, si vous obéissez à un ordre de vos parents ou, je sais pas moi, à des exigences scolaires ou encore à la pression du groupe. Bon, là, effectivement, on peut s'accorder sur le fait que nous ne sommes pas libres. Ça, c'est fermé. Autre truc, c'est quand nos actions obéissent à des nécessités, on pourrait dire objectives. Par exemple, je mange parce que j'ai faim, ou là j'enlève mon chapeau, c'est pas particulièrement parce que je suis libre. Ça s'explique parce que j'avais chaud. Bon, le point qui est intéressant en fait quand on part de ces choses-là, et c'est là que la réflexion commence, c'est peut-il vraiment exister des situations où nous sommes libres? Tous les phénomènes naturels semblent s'expliquer conformément à des lois qui sont nécessaires. Bon, nécessaire, hein, c'est un sens précis en philosophie, ça veut dire que ça ne peut pas ne pas être, ou ça ne peut pas être autrement. De la même manière, les actions humaines, même quand elles semblent spontanées, il paraît difficile de trouver une liberté là-dedans. Tout semble correspondre à des déterminations antérieures, à des causes antérieures. Si j'agis de telle manière, même si je suis naturel, dira-t-on, eh bien en réalité, j'agis conformément à mon éducation, à ce que mon corps me permet, ou je ne sais pas, à tout un ensemble de conventions sociales. Bon, là, si on voulait être lettré, on pourrait dire, un peu conformément à ce que pensait Spinoza au XVIIe siècle, en fait, la liberté serait quelque part une forme d'illusion, c'est-à-dire qu'elle s'expliquerait par le fait que j'ai conscience des actes que je suis en train de faire, mais nous sommes ignorants des causes qui déterminent ces actes. Ainsi, ce que nous appelons volonté, c'est simplement l'effet de ces déterminations antérieures. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui reste comme liberté? Seulement une liberté négative, pas grand-chose finalement, puisque en gros on ne pourrait pas s'échapper ou échapper à ces déterminismes, à toutes ces nécessités naturelles ou autres, mais ce qu'on pourrait, c'est prendre conscience de ces différentes nécessités, pas pour s'en libérer, hein, mais simplement pour ne plus en être les dupes. Faut-il pour autant renoncer à toute idée de liberté? Eh bien, pas forcément. Il y a une autre voie qui consiste à distinguer deux manières d'agir. La première consiste à être déterminé, comme on l'a déjà dit, par nos désirs, nos inclinations ou encore nos intérêts. Nos actions relèvent alors de ce que le philosophe du XVIIIe siècle, hein, Emmanuel Kant, appelait le domaine pathologique. Rien à voir avec les maladies, c'est simplement tout ce qui renvoie aux actions déterminées par désir, inclination, tout ce qui est déterminé, si vous voulez. Mais il est possible d'agir autrement, dit ce même philosophe, et en se déterminant par la raison. Dans ce cas, nous n'obéissons plus à ce que nous désirons, mais à une loi que nous reconnaissons comme valable pour tous. C'est ça la grosse différence, indépendamment de nos intérêts particuliers. La liberté ne consiste donc pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que la raison peut vouloir universellement. C'est vraiment le mot extrêmement important ici. Donc attention, Kant n'est pas idiot, hein. Il ne supprime pas le déterminisme naturel, si vous voulez. Mais il introduit, à côté de lui, si vous voulez, un autre type de causalité, celle d'une volonté autonome, capable de se donner à elle-même sa propre loi. C'est ça l'autonomie, hein. Une telle liberté, attention, hein, c'est pas donné du tout. Ça exige un effort, celui de résister à ses inclinations pour agir par devoir. Bon alors je vois souvent une tendance à vouloir réduire ou rendre sans intérêt cette notion de liberté en, en l'individualisant, si vous voulez, c'est-à-dire en faisant de la liberté une sorte de performance individuelle, de force intérieure ou de privilège personnel qu'il faudrait conserver, qu'il faudrait chérir en soi. Non, ça c'est pas très intéressant, hein. La liberté c'est vraiment une notion collective, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être libre, c'est pas seulement s'émanciper d'un certain nombre de déterminismes comme des idées qui nous sont imposées, etc. Hein, c'est tout ce que vous faites en fait par l'éducation. Il s'agit de vous émanciper de vos éducateurs finalement. Mais ça va plus loin que ça. Il s'agit d'être capable de poser un certain nombre de principes universels, des principes qui nous tiennent à cœur finalement, et d'être capable de ne pas considérer qu'ils s'appliquent uniquement à nous-mêmes, mais qu'ils peuvent et qu'ils doivent sans doute s'appliquer à tous. Dans la liberté, il y a une sorte de promesse de transformation, une transformation sociale du monde, qui se fait notamment par la politique et par l'action en commun. Bon alors, si vous cherchez des références pour approfondir un peu cette notion de liberté,
Évidemment, bon, l'ensemble de l'histoire de la philosophie porte un peu là-dessus. Mais on va essayer d'être un petit peu plus précis. Et moi, je vais vous conseiller, notamment pour comprendre cette idée de déterminisme et cette idée selon laquelle nous ignorons les causes qui nous font préalablement agir. Évidemment, c'est la lettre à Schuller de Spinoza qui est absolument essentielle. Vous l'avez certainement étudié avec votre prof de philo. En tout cas, c'est très probable. Peut-être que ça a fini aussi en bac blanc. Généralement, c'est le cas. Bon, moi, je vous conseille vraiment de la lire, de la relire. Elle se trouve très facilement sur Internet. C'est gratuit. Et c'est vraiment une référence essentielle. Bon, ensuite, pour bien comprendre Kant, qui est quand même une référence un peu plus difficile, mais c'est vraiment dans les fondements de la métaphysique des mœurs que vous aurez quelque chose. Alors, ne le lisez pas en entier, parce que c'est quand même assez long. C'est vraiment la seconde section, enfin la deuxième section, qui est vraiment extrêmement importante à cet égard. Vous aurez tout ce qu'il faut. Ne vous ennuyez pas avec la troisième, elle est beaucoup plus difficile, beaucoup trop difficile à votre niveau. Mais dans la seconde section, vous aurez tout ce qu'il faut. Enfin, référence plus actuelle, peut-être qui sera plus facile à lire, c'est notamment le deuxième tome. Le premier est un peu ennuyeux, franchement. Concentrez-vous sur le deuxième tome du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, en particulier le dernier chapitre. C'est de là-dedans qu'on a les références les plus connues et c'est extrêmement intéressant pour vraiment approfondir cette idée d'une liberté comme émancipation, des déterminismes, du destin, mais aussi cette idée selon laquelle la liberté ne se comprend pas seulement individuellement, mais par une forme d'action en commun. Ça, c'est dans les textes féministes qu'il faut chercher ça. Et en philosophie féministe, c'est à la fois extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est très concret. Et donc ça se lit avec d'autant plus d'intérêt. Voilà.